Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur l'échiquier international en direct de Al24 News. Les gouvernements et les dirigeants internationaux ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences de mesures douanières entreprises par Trump qui menacent de représailles commerciales. En effet, le président américain Donald Trump vient d'annoncer cette semaine une série de droits de douane qui affecteront bien sûr dans le futur des dizaines de pays, ce qui pourrait avoir un impact important sur le commerce mondial et entraîner des conséquences économiques de grande ampleur. Les mesures qui commenceront à être appliquées entre le 5 et 9 avril comprennent un droit de douane général de 10% pour tous les produits importés et des droits de douane plus élevés visant les principales économies du monde ainsi que plusieurs économies émergentes. Ces mesures risquent bien entendu de bouleverser la géopolitique du monde et de causer la grande rupture de l'ordre commercial international tel que établi aujourd'hui. C'est ce que nous allons tenter aujourd'hui de comprendre ensemble ce soir avec nos invités. Alors pour en parler, nous avons ici avec nous présent sur le plateau notre invité Idil Sassi, expert en économie. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nous rejoindra, si ce n'est déjà fait, Manuel Pouchelet, expert en questions internationales en direct de Paris. Emmanuel Pouchelet, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors, ça se corse, hein. Ça semble vraiment se corser du côté donc des décisions que Trump a prises, surtout concernant ce que je disais tout à l'heure, les mesures douanières, pour commencer avec vous, Idil Sassi. Alors, faut-il vraiment s'inquiéter lorsqu'on sait que plusieurs pays ont été cités, que plusieurs pays sont concernés, que ce soit le continent européen, africain, de surcroît, et Dieu sait que les taxes sont assez élevées, surtout pour certains pays africains et asiatiques, même l'Amérique latine, le Mexique par exemple. Alors il faut s'inquiéter clairement parce que c'est un changement majeur qui n'est pas arrivé depuis 1946 apparemment. Et donc, on dit que ça n'est pas arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Exactement, donc, c'est vraiment, inédit, disons-le. Et puis surtout c'est radical. Après l'opportunité de cette façon de mener les choses par rapport à la nouvelle administration américaine, on peut en dire plusieurs choses. Elle est excessive d'un côté, elle est impactante sur des pays ou bien des unions comme l'Union européenne. Elle va très certainement perturber et provoquer de la prudence pour le commerce international, ça c'est clair. De la méfiance aussi. De la méfiance, ça veut dire wait and see pour beaucoup d'investisseurs et au niveau international, en tout cas pour les flux. Maintenant, celui qui devrait s'inquiéter en premier, je pense aux citoyens américains, parce que des mesures pareilles, c'est aussi l'inflation, parce que c'est un peu contradictoire en tout cas. On a vu, c'est la deuxième décision un petit peu contradictoire de l'administration, mais on peut regarder de cette façon, ça veut dire que ça va impacter négativement probablement pour le pouvoir d'achat des Américains, ça va perturber, ça va faire ceci et cela. Mais à mon avis aussi, se mettre dans dans la position de l'administration américaine actuelle, c'est aussi provoquer peut-être une réaction, parce que chaque décision prise par Donald Trump actuellement, il y a une feuille de doléances par pays. Il faut savoir que depuis au moins il a établi une liste aussi pour certains pays qu'il croit. Depuis au moins la crise du Covid, il y a un mouvement international de restriction du commerce, de protectionnisme qui s'est installé un peu partout. Après le Covid, donc, celui qui voudra renégocier dorénavant avec Donald Trump, il faudrait revoir cette liste de doléances qui est ouverte et qui parle de mesures qui concernent ces pays en interne. Donc, il y a une logique quelque part pour cette mesure. Très bien. Alors, on va conserver l'idée. Manuel Pouchelet, avant d'aller donc vers vous, je vous propose, messieurs, de voir ensemble ce sujet signé Imen Mered et on revient au débat. Donald Trump a lancé mercredi une colossale charge commerciale en annonçant des droits de douane réciproques très lourds, en particulier contre l'Asie et l'Union européenne, au risque d'asphyxier l'économie mondiale, mais aussi l'économie américaine, notamment les petites entreprises qui se préparent à en subir les conséquences.
En l'occurrence le Texas qui possède une économie manufacturière diversifiée et robuste, comptant plus de 20 000 fabricants et 925 000 emplois dans ce secteur. La production économique du secteur dépasse 269 milliards de dollars, soit environ 11% de l'économie texane. Les petits commerces sont les premiers à être impactés par ces taxes douanières. Nous proposons une grande variété de produits utilisés par la communauté indienne, notamment du riz, des pâtes, du riz basmati, des huiles et une large gamme d'onka. Le magasin est spécialisé dans les produits d'épicerie sud-asiatiques, dont beaucoup sont importés directement d'Inde. Ces nouvelles taxes augmenteront également les prix des produits favoris des clients. Si l'on considère les produits que nous recevons et que notre marge est faible, si les prix augmentent, nous devrons conserver la même marge, voire la réduire légèrement. Cela affecte donc les entreprises locales comme la nôtre. Le président américain a déclaré qu'il imposait des taux de droits de douane élevés à des dizaines de pays qui enregistrent des excédents commerciaux avec les États-Unis, tout en imposant une taxe de base de 10% sur les importations en provenance de tous les pays en réponse à ce qu'il a qualifié d'urgence économique. Il faudra probablement à ces petites entreprises dépenser plus pour trouver des fournisseurs proposant le même produit à un prix plus abordable. Cela prendra plus de temps, mais ça reste une alternative pour pallier à ces nouvelles taxes douanières imposées. Voilà, donc on revient vers vous, Manuel Pouchelet. Comment faut-il interpréter justement ces mesures douanières qui ont été entreprises par Trump, d'autant plus qu'il disait que c'est un petit peu, c'est ce qu'il a dit dans son tweet, c'est le jour de la déclaration d'indépendance économique. Est-ce que réellement c'est le jour de la déclaration de l'indépendance économique ou est-ce qu'il n'est pas en train carrément d'emmener son pays vers, je dirais, le mur ou dans le mur, quelque part, parce qu'on parlait d'inflation tout à l'heure avec Idil Sassi. Oui, moi je partage l'avis de votre invité. Moi je vais être très clair, finalement Donald Trump, il est en train de se tirer une balle dans le pied, mais bon, en même temps il y a plusieurs choses à proposer ce soir. Dans un premier temps, il a aussi la majorité absolue dans les chambres. Donc forcément, ces mesures vont être acceptées par les partis en présence. Nous sommes encore très loin des midterms qui seront en 2026, donc cela lui laisse toute latitude. En ce qui concerne en revanche l'Union européenne, nous avions déjà des signaux, on va dire forts, puisqu'il a dit, nous, au mois de janvier-février, nous allons punir l'Union européenne de par son comportement. Sauf que, vous venez de le dire dans votre documentaire, dans votre reportage, l'Union européenne, en fait, gagne beaucoup d'argent avec les États-Unis. Si on regarde, on apporte 330 milliards de dollars américains, alors que nous, on en vend 533 milliards de dollars. Vous voyez ? Donc, il y a déjà un déséquilibre, et c'est pour cela que ça agace un petit peu l'administration Trump, qui, à mon avis, est héritière d'une situation passée, qui souhaite vraiment se séparer. Et là, on parle de rupture, je n'ose pas dire disruptif. On a aussi le caractère du personnage, où on peut lui attribuer la maxime suivante. Commander, c'est surprendre. Mais je vous rappelle qu'il y a quand même des études qui ont été faites au niveau de la classe moyenne américaine. Ces nouvelles mesures, pour la classe moyenne, vont lui coûter par ménage plus de 5 200 $ en plus. Donc, si vous voulez, on a peut-être un petit peu oublié un peu vite ce qui avait été dit dans son programme Make America Great Again. Et là, cette fois-ci, M. Donald Trump met en pratique et on va dire, veut relancer en même temps. Il risque de mobiliser contre lui ses plus fidèles alliés, mais quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien, puisque regardez, côté Union européenne, il y a souvent le ton de la discorde entre les États membres, et là, peut-être que ces États membres vont être obligés de s'entendre. Cela dit, attention, soyons prudents, au niveau de l'Union européenne, il y a quand même des pays qui sont visés plus que d'autres, et je vous rappelle qu'il y a des programmes comme notamment le fameux avion de combat F-35, dont beaucoup de composants et de technologies viennent d'Europe. Donc finalement, cet esprit de contradiction et cette contradiction risquerait de mettre à mal très rapidement l'administration Trump, qui pourrait, dans un très court temps d'ailleurs, faire marche arrière. D'ailleurs, nous avons un exemple très fort. Il avait annoncé régler le conflit en Ukraine en 24 heures et force est de constater qu'il n'est pas le maître du temps ni le maître des horloges. Oui, mais il était à deux doigts quand même de le faire, n'eût été quelques peut-être impératifs. Idil Sassi, tout à l'heure on parlait, ou vous parliez d'ailleurs de l'inflation. Est-ce que vous pensez que finalement Donald Trump est assez dupe pour ne pas voir cet aspect justement qui risque d'affecter le pouvoir d'achat des Américains eux-mêmes avant de toucher les pays concernés par ces taxes ?
Alors, on peut dire que c'est des décisions, il y a un radicalisme dans la manière de faire, et puis c'est un arbitrage qui s'est fait, c'est un choix. Alors, l'arbitrage, il a très certainement deux objectifs. D'abord, déverrouiller le commerce international, c'est-à-dire que de cette façon, en obligeant ces États qui ont promulgué des lois protectionnistes, comme le Canada par exemple, dans certains secteurs, et d'autres pays, à vouloir renégocier. Ça veut dire revenir, provoquer la négociation. Et la plupart ont montré déjà leur volonté de le faire. Exactement. Ça veut dire en faisant de cette façon, de façon unilatérale, il aura même dans sa feuille de route, en tout cas, par pays, par doléance. Oui, il a établi une grande liste. Exactement. Il va discuter même des lois internes. Ça veut dire, il y a un problème de souveraineté, etc. Mais lui, c'est sa liste de doléances. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Bref, ça, c'est une autre question. Sur le plan interne, il y a ce problème d'inflation et c'était une promesse électorale et donc améliorer le pouvoir d'achat. Mais en même temps, comme disait votre invité aussi, il a un problème par rapport au déficit entre les pays, donc l'endettement. Et la solution, si on fait le calcul d'ailleurs des pourcentages qu'il a attribués, des notes qu'il a attribuées par les pays, on voit qu'il a... Il y a les mauvais et les bons élèves avec Trump. Exactement. Il a d'une manière en tout cas très simpliste quelque part, il a réparti le déficit entre tous les États qu'il voulait surtaxer. Donc il a un objectif et on voit qu'il y a de la précipitation peut-être et un radicalisme. À mon avis, comme disait aussi votre invité, ça pourrait marcher dans certains axes, ça pourrait provoquer de la négociation, libérer, à mon avis, en tout cas sur un moyen terme, libérer quelques verrous du commerce international, ça veut dire alléger le protectionnisme. C'est un peu iconoclaste ce que je dis, parce qu'on va penser qu'il est dans le protectionnisme, mais au contraire, il va provoquer plus de libéralisme. Pour l'Union européenne, they are too smart, comme il disait, et je pense qu'il a quelque part raison sur certains points. Oui, parce qu'il est vrai qu'avant Trump, il y avait pas mal de choses qu'il fallait remettre en cause concernant donc ces histoires de taxes douanières, surtout par rapport à l'Union européenne. Justement, par rapport à l'Union européenne, Manuel Pouchelet, l'Europe n'a pas tardé à réagir. Hein. Et comme disait donc Idriss Sassi, c'est pas tous les pays qui ont été traités de la même manière. Ça aurait pu les réunir effectivement autour d'un même bloc, mais ça peut ne pas être le cas lorsqu'on sait que, par exemple, la Grande-Bretagne, qui avait vraiment des craintes, se retrouve avec 10% quand même de taxes par rapport à d'autres pays où ça peut aller jusqu'à 25%. Donc, finalement, Ursula von der Leyen a réagi et elle a dit que l'Union européenne, parce qu'elle parle au nom de l'Union, qu'elle se tenait prête à la négociation, tout comme à la confrontation. Irons-nous jusque-là, Manuel Pouchelet? Ça me fait penser, vous savez, avec l'épisode du GATT, où les négociations avaient été tendues entre l'Union européenne et à l'époque la communauté économique européenne et les États-Unis, où les Américains voulaient imposer leurs droits. Mais je vous ferai remarquer que les Américains sont surtout consommateurs de solutions européennes. Donc finalement, encore une fois, je vais me répéter, il faut une grave erreur, parce que de toute façon... ils ont aussi d'autres enjeux et je pense qu'on cache aussi derrière cette guerre économique, enfin, je trouve que les mots sont des fois un petit peu grandiloquents par rapport à la vraie situation. Madame von der Leyen, je vous rappelle qu'elle est aussi allemande et elle parle aussi un petit peu, sans le savoir, au nom de l'Allemagne, parce que on a entendu ce soir le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Barrot, français. On a également entendu le chancelier Scholz, qui est sur la fin, qui se sont exprimés sur le sujet, mais vous savez, il n'y a que 2 pays d'Europe qui sont vraiment réellement visés, puisqu'on parle de la France et de l'Allemagne, qui déjà, côté français, on s'est déjà exprimé aussi sur des possibles mesures de rétorsion avec les paroles de M. Macron, mais d'autres économistes ont fait part aussi de possibles taxes sur les GAFAM. Puisque je rappelle que les GAFAM ne se limitent pas à certains secteurs et spectres d'activité que l'on connaît tous. Il y a également une offre de services qui pourrait se voir taxée. Et je vous ferai remarquer, dans tous les cas, finalement, celui qui paye à la fin, c'est le consommateur. Oui, justement, c'est pour ça qu'on parlait vraiment d'inflation tout à l'heure. Idriss Ben Sassi, alors, on a vu la liste, hein, il était très fier de l'exhiber, la fameuse liste où il y avait les mauvais élèves, les bons élèves, apparemment, ceux qui obtenaient un taux très élevé donc, au niveau de texte, et puis un taux moins élevé. Mais en tous les cas, il y a un élève qui a été bien ciblé, c'est la Chine. Et la Chine qui se retrouve donc avec 54% de taxes, donc 10% supplémentaires. La Chine quand même reste très sereine, même dans sa réaction, en disant que de toute façon, les négociations sont toujours ouvertes avec les États-Unis.
Est-ce qu'on peut en espérer quelque chose? Ah oui, je pense honnêtement que l'idée derrière, c'est de provoquer la négociation. Parce que quand on va dans une négociation, Oui. Remettre en cause des décisions internes, c'est-à-dire des lois qui sont votées par des parlements, etc., c'est pas une chose facile. Et dans les doléances de Donald Trump par rapport à certains pays, il y a ces points. Oui. Alors, pour un pays proche des États-Unis comme le Canada, il y a le secteur de l'automobile, le pharma, le lait, beaucoup de choses, beaucoup de complémentarité entre les pays. Et dans ces listes de doléances, il y a quand même une demande, une revendication de lever ce protectionnisme des Canadiens, par exemple. Donc, pour les Chinois, oui, très certainement, ils seront obligés de revoir, de négocier, mais s'ouvrir à la négociation sur la base de ce tarif douanier veut dire aussi accepter de discuter ces points qui sont de politique interne aussi. Oui, Il y a un double, donc il y a un risque quelque part. Quelque chose de chantage quelque Exactement. part. Oui, les États qui vont demander la négociation, ça veut dire qu'ils vont quand même discuter des choses un petit peu... Donc il y aura certainement... Oui. Exactement. Pour Taïwan, oui. il n'a pas touché Mais ils ont été quand même touchés, alors qu'ils disaient qu'ils ont tout notre soutien. Donc on voit que quand même... Il a évité d'impacter la Silicon Valley en ne taxant pas un secteur stratégique. Donc les GAFAM aussi, je pense que c'est une très grande carte de négociation pour les Européens. Mais encore une fois, les accords avec l'Union européenne, je disais tout à l'heure, il dit qu'ils sont too smart. Je pense que l'expérience de beaucoup de partenaires avec l'Union européenne pense la même chose, que quand même l'Union européenne devrait faire des efforts pour les accords avec... Pour un petit peu lâcher prise. Exactement, ça concerne aussi notre pays, entre parenthèses. Bien sûr, parce que, au fait, oui, parce qu'il y a aussi des pays africains qui ont été touchés, le Lesotho par exemple. Exact. Le Lesotho qui se retrouve quand même avec 54%, je crois, ou plus. Ouais. Vous imaginez, c'est une enclave, le Lesotho, c'est même pas de la puissance d'un pays. L'Algérie aussi, sur les hydrocarbures et l'énergie. Donc finalement, par rapport à la Chine, Emmanuel Pouchelet, par exemple, par rapport à la Chine, c'est un petit peu le secteur de l'automobile. On a vu le secteur pharmaceutique, comme pour le Canada, par exemple, pour les histoires de puces, ce qu'on appelle, c'est-à-dire tout ce qui est donc la technologie, voilà. Et donc cela réellement risque-t-il d'impacter, ou est-ce que la Chine trouvera toujours un moyen de s'ouvrir quand même réciproquement, bien sûr? La réciprocité existe parce que je vous rappelle que la Chine a quand même détentrice de la dette américaine. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on le dit. Voilà, mais moi je vais aller un peu plus loin. Je rappelle que ce sont surtout les Américains maintenant qui deviennent dépendants de l'économie chinoise. Pourquoi? Parce que quand on regarde la capacité de manufacture de la Chine, sa puissance économique et également sa capacité d'innovation, ce sont les Américains qui vont tôt ou tard devenir tributaires. Je vous rappelle que le projet de M. Xi Jinping d'être première économie mondiale, en 2049, n'est pas un vain mot, c'est une réalité. D'ailleurs, à tel point que, y compris les Européens, suivent le mouvement en délocalisant leurs entreprises qui anciennement étaient en Chine vers l'Asie du Sud-Est. Je pense notamment au Vietnam, à la Thaïlande, pour faire manufacturer, puisqu'aujourd'hui la main-d'œuvre chinoise est devenue chère. Il faut pas se leurrer, la Chine est une puissance économique en devenir énorme. Elle est déjà autonome pour fabriquer tous les biens de consommation dont elle a besoin. Monsieur Trump, vous savez, il a peur d'une chose, c'est cette fameuse concurrence des voitures chinoises. On parlait de l'électrique, notamment avec Tesla qui connaît de gros revers en Europe à cause de la position de son PDG, M. Musk. Mais maintenant, quand vous regardez aujourd'hui, je pense que le rapport de force est en train de s'inverser, surtout dans la zone Pacifique, en tout cas. Par rapport à l'Atlantique, les rapports vont rester les mêmes, mais l'erreur serait d'affaiblir, si vous voulez, ses concurrents. Pourquoi? Parce que il n'aura plus les mêmes variables d'ajustement pour bâtir sa stratégie de concurrence. Et là, il risquerait vraiment de perdre beaucoup d'argent. Et croyez-moi, espérons que la classe moyenne américaine, puisque c'est la première concernée, aura, on espère, un sursaut pour justement faire en sorte que cette administration puisse faire marche arrière. On l'a vu déjà, faut pas oublier que ça fait que 3 mois que M. Trump est au pouvoir. Il a déjà fait marche arrière sur 1 ou 2 sujets. Il n'est pas impossible que sur le sujet de l'économie et ses dernières initiatives, si vous voulez, qui ne sont ni plus ni moins qu'un rappel de son programme, pourrait peut-être être reconsidéré, mais pour l'instant, il est encore trop tôt. Il y a aussi la mise en scène, l'effet d'annonce, il y a un petit côté télé-réalité dans cette affaire qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même des bourses européennes qui ont dévissé, notamment moins 3% à Paris avec le CAC 40.
Oui, j'aime beaucoup votre idée parce qu'au fait, on s'est habitué à un Trump qui fait toujours des sorties chocs d'emblée, les premiers. Donc, ensuite, il y a quand même comme vous le disiez tout à l'heure, il fait des petites marches arrière, c'est-à-dire qu'il ne vend pas tout de suite la peau de l'ours, mais il inscrit quand même négociable. C'est un peu ça, au fait. Il est là dans l'expectative et Idriss Sassi. Il attend, il prend des décisions, ensuite il attend le retour sur lesquels, donc, de quelle manière vont se faire ce retour. Et Dieu sait qu'il va y en avoir. Hein. C'est un businessman. Ouais. On dit de Trump, c'est un homme de transactions. Donc, il avance une feuille. Après, s'il obtient, il obtient. Après, il négocie, etc. Il fait des compromis. Sur le fait que ça va impacter un petit peu la compétitivité américaine et donc le commerce avec les États-Unis, je pense aussi qu'il y aura très certainement une grande pression par rapport au niveau interne aux États-Unis par rapport au flux financier, l'investissement. Les investisseurs vont se poser aussi les questions parce que si First America, ça veut dire en premier, et que les investisseurs viendraient installer des usines aux États-Unis, qu'est-ce que cela voudrait dire en 2025 ? C'est ça qui nous intéresse sur le plan pragmatique. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire ? En termes de valeur, maintenant c'est la robotique, maintenant c'est une main-d'œuvre qui coûte moins cher, etc., etc. Est-ce que les États-Unis sont à même de recevoir ce genre d'investissement ? Donc il y a aussi un risque de voir des flux, en tout cas financiers, qui sont très importants de l'Europe, par exemple, les fonds souverains, etc., qui viennent d'Europe. Beaucoup de flux financiers viennent d'Europe aussi. Oui. Donc, d'observer cette dynamique qui va très certainement fera réagir Donald Trump. Il a réagi déjà en voyant les chiffres, l'impact boursier sur certaines décisions. Donc, c'est ce qui fera peut-être fléchir sa décision. Un petit peu, oui. Pas tout à fait, mais certainement un petit peu. Parce que c'est un homme quand même assez pragmatique. Comme vous le disiez, c'est un businessman. Finalement, Manuel Pouchelet, dans toute cette affaire des taxes et tout le séisme qu'elle a provoqué au sein de la communauté internationale économique mondiale, est-ce que ça ne risque pas finalement de reconfigurer la géopolitique mondiale telle qu'on la connaît aujourd'hui avec ses standards classiques ? Oui, bien entendu. On savait dès le mois de janvier l'arrivée, et d'ailleurs beaucoup de pays appréhendaient la réélection de Donald Trump. On voit d'ailleurs par rapport à M. Biden qui fait un mandat complètement opposé même à son premier mandat, puisqu'entre-temps, comme je viens de vous l'annoncer, il y avait la présidence de M. Biden. Donc on est vraiment avec quelqu'un qui est disruptif, qui rompt avec certaines pratiques, ou même il a appris de ses erreurs, parce qu'aux États-Unis, on fait toujours ce qu'on appelle les after action review, donc c'est-à-dire l'analyse à chaud de ses actions. Il en a tiré les enseignements. Donald Trump est un homme d'affaires, il a fait fortune dans différents secteurs. Maintenant, je rappelle qu'au niveau économique, il parlait même d'ailleurs, on a évoqué il y a très peu de temps, ce fameux Golden Visa pour les investisseurs européens, ou peu importe, investisseurs en général sur le territoire américain. Mais je vous rappelle que l'Europe a déjà préparé sa réponse, puisqu'il y a déjà énormément de filiales sur le territoire américain dans des secteurs stratégiques que sont le pharmaceutique, la cosmétique et même le secteur automobile. Donc quelque part, je me demande, moi, si c'est finalement la bonne stratégie. Il y a fort à parier qu'il fasse marche arrière, le tout est de savoir où, quand, comment, mais l'avantage que cette décision vient de faire, c'est qu'elle mobilise tous ses contradicteurs et concurrents économiques au niveau mondial. Alors, de là à redéfinir les rapports géopolitiques, moi je pense que dans un premier temps, on va assister à une redéfinition des rapports diplomatiques. Parce que la géopolitique, elle va déjà passer par la diplomatie, où je pense que la situation va déjà se tendre. Et puis n'oublions pas qu'un jour ou l'autre, Donald Trump va être obligé d'appeler à l'aide. Pourquoi ? Parce qu'il aura mis à sec son économie et qu'il aura besoin d'aide justement pour affronter la Chine sur la question de Taïwan, où pour l'instant, j'ai bien l'impression qu'il n'est toujours pas préparé à l'intégrer dans son équation de réussite. C'est pour ça qu'il sera obligé de garder quand même une marge de manœuvre qui lui permettra de faire ce retour. Quand je parlais de reconfiguration finalement Idriss Sassi, c'est parce que est-ce qu'on ne risque pas de retrouver de nouveaux blocs qui vont émerger, par exemple l'Union européenne et le Canada, pour faire face donc à ces taxes douanières, ou par exemple encore, comme certains observateurs et analystes, le Japon et la Chine. Voilà des blocs qui vont émerger et qui peut-être pourraient, sur le plan économique, affaiblir les États-Unis, ou en tous les cas ce qu'on appelle l'hégémonie ou l'influence des États-Unis. Il y a un risque ? Il y a action et réaction. On a bien vu le Canada qui a
commencer à orienter certaines actions, certains programmes vers l'Europe ou vers l'Asie, etc. Donc oui, ça va renforcer, même au sein de l'Union européenne, ça démontre... on parle aujourd'hui de douane, mais on a tous vu la position de Donald Trump par rapport à la crise ukrainienne, qui a provoqué un sursaut au sein de l'Union européenne. Mais sur le plan global, ça veut dire il y a eu même des gens qui ont pensé que ces décisions vont peut-être toucher au dollar, à la monnaie, etc. La bourse. Personnellement, je ne le pense pas par rapport à la souveraineté, ça veut dire à la primauté du dollar comme valeur refuge. Cela étant dit, pour les États, que ce soit notre pays par exemple ou d'autres, je pense qu'il faudrait envisager des plans parallèles, des plans B pour un échange transactionnel en bilatéral, c'est-à-dire pouvoir échanger avec d'autres monnaies au cas de problème, ne pas compter que sur un seul levier parce que ça peut poser problème à un moment donné. Ce n'est pas encore le cas, mais il faut toujours penser au plan B. Prévoir le pire, comme ça on l'évitera peut-être, surtout concernant donc l'Algérie et l'Afrique, parce que c'est l'Afrique aussi qui est très lésée, surtout que, comme vous le disiez tout à l'heure, après le corona, finalement ce sont les pays africains qui ont été le plus impactés. Juste donc avant de conclure, messieurs, je vous donnerai un dernier mot consécutivement, mais de manière très brève, Manuel Pouchelet. Oui, qui garde son secret est maître de sa route. Voilà, ça a été concis là. Idil Sassi, pardon. Alors pour nous, je parlais des flux des capitaux et d'investissements, donc il faut peut-être penser à essayer d'attraper ce genre d'opportunité. On pense toujours swap, risk and opportunity. Voilà. Donc il va y avoir des flux peut-être vers l'Afrique, vers de nouveaux marchés, il faut être ouvert à ça. Et puis je parlais de la gestion des risques opérationnels par rapport à la monnaie et autres, prévoir des plans B en cas de crise. Et pourquoi pas, si Donald Trump arrive à déverrouiller certains marchés, pouvoir négocier avec nos partenaires européens, par exemple, en position plus confortable. C'est tout le mal qu'on se souhaite, parce que c'est surtout ça, l'Algérie, qui nous intéresse. Alors, était avec nous Manuel Pouchelet, expert en questions internationales, et Idil Sassi, expert en économie. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.